Elle représente un département français que peu de gens sont capables de situer sur la carte et cela fait d'ailleurs partie du combat de mon invité, faire de Mayotte un département comme les autres, ni plus ni moins. Bonjour Estelle Youssoufa. Bonjour. Alors vous avez été élue députée en 2022 sans le soutien d'aucun parti politique, c'est assez rare, hein, on peut le souligner. Vous siégez aujourd'hui au sein du groupe LIOT. Et alors, à l'Assemblée, vous portez presque tout le temps ce châle que vous avez aujourd'hui sur vous avec des fleurs d'ylang-ylang. Vous l'avez d'ailleurs sur votre photo officielle de député. Il a une signification politique particulière, ce châle ? C'est une couleur qui est très banale à Mayotte, qui incarne le combat des chatouilleuses, les femmes qui se sont battues dans les années 70 pour que Mayotte reste française. Chatouilleuse. Et donc, oui, parce que les combattantes chatouillaient les émissaires comoriens ou français qui essayaient de nous convaincre de l'indépendance. Et donc, pour humilier ces bonhommes, on les chatouillait. Venez les chatouiller. Alors, votre père était mahorais. Mahorais, c'est le nom des habitants de Mayotte. Vous êtes né en région parisienne, vous y avez grandi au début, puis vous avez passé votre adolescence à Mayotte jusqu'au bac. Ça veut dire quoi pour vous être mahoraise ? Est-ce que c'est une double culture aussi ? C'est une des facettes de l'identité de la France, même si la France le méconnaît. Mais nous, on est des Français depuis 1841 et oui, ça fait, même si Mayotte, effectivement, a des traditions et des cultures très spécifiques par rapport à celles de l'Hexagone, mais enfin, comme beaucoup de traditions ultramarines, elles sont particulières. Alors, moi, je fais un petit rappel historique parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément l'histoire de Mayotte. Il faut savoir que les habitants de Mayotte ont voté plusieurs fois pour rester français quand le reste de l'archipel des Comores a fait le choix de l'indépendance. Et depuis 2011, Mayotte est officiellement un département français. Cette identité française, elle est profondément ancrée en vous. Vous n'en avez jamais douté. Non, mais le fait que vous posiez la question traduit bien le sujet entre les hexagonaux et Mayotte. Autant nous, on n'a pas le moindre doute sur le fait qu'on soit français, autant la plupart de nos compatriotes ne sauraient pas effectivement nous situer sur une carte ou ne savent pas que nous sommes français avant Nice et la Savoie. Et donc, c'est vrai qu'on est une poussière dans l'océan Indien, mais l'attachement à la mère patrie est très important parce que c'est une protection. Et c'est un choix. Effectivement, ce n'est pas quelque chose de subi, contrairement à l'histoire d'autres territoires ultramarins. Après le bac, vous vous êtes éloigné de Mayotte pour faire des études en métropole, pour y exercer un métier qui vous a donné à l'époque une certaine notoriété parce que vous avez été journaliste à la télévision, présentatrice de JT, notamment sur LCI. Vous avez été aussi correspondante d'Al Jazeera à Londres. Vous avez été reporter à France 2 pour l'émission Un œil sur la planète. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce métier de journaliste ? Je voulais voyager. Et j'étais curieuse, je suis toujours très curieuse et j'aime apprendre. Et donc j'ai été journaliste pendant 20 ans. J'ai étudié en fait au Canada aussi. J'ai toujours voulu voyager. Alors vous avez ensuite arrêté le journalisme pour devenir consultante en affaires internationales. Vous avez organisé des forums en Afrique. Vous avez aussi intégré des réseaux d'influence internationaux, notamment les fameux Young Leaders. Je crois que vous faites partie de la même promotion qu'Édouard Philippe à l'époque. Pourquoi avoir renoncé au journalisme ? J'ai eu des graves problèmes de santé. J'ai eu un cancer du sein, j'ai dû repenser la vie que je menais, être dans un métier moins stressant. Et puis la tournure aussi qu'a pris le métier avec les réseaux sociaux. J'ai été, c'est vrai, l'objet de beaucoup d'attaques sur les enquêtes que j'avais pu mener. Et à chaque fois, la virulence des attaques était très personnelle sur les réseaux sociaux. Et l'attitude de certains collègues, en fait, confrères, qui avaient embrayé dans ce dialogue, ce discours de haine, m'avait fait me sentir de moins en moins à ma place dans le milieu. Alors 2018 a été une année charnière pour vous. Le décès de votre père vous a ramené à Mayotte. Au même moment, l'île vivait une crise sociale assez profonde. Et à la fin du mois d'avril, la chaîne Mayotte Première vous a proposé de remplacer au pied levé un invité dans la principale émission de débat politique. On va revoir un extrait de cette émission. Moi, je pense que Mayotte n'a rien à faire avec les Comores, si ce n'est d'entretenir des relations de bon voisinage qui s'arrêtent là. Je pense qu'il faut se souvenir des propos de Bamana. On peut être voisins, frères, même père, même mère, sous des toits différents. Les Mahorais sont Mahorais,
français. Les Comores sont indépendantes et comoriennes. Qu'elles le Merci. restent et qu'elles s'éclatent avec leur indépendance. Merci Estelle Youssoufa. Le temps est aux dépens de écoulé. Mayotte. Merci beaucoup. On a l'impression que vous êtes entrée en journaliste sur ce plateau télé et que vous en êtes ressortie en femme politique. En fait, à l'époque, j'étais arrivée sur le plateau, on m'avait parlé de questions institutionnelles sans me donner la thématique de la discussion. Et en fait, effectivement, le débat a porté en partie sur les relations avec les Comores, sur lesquelles j'ai une analyse très précise et donc des positions, et que j'ai alimentée, et ce qui a beaucoup surpris en fait à l'époque, parce que je dis les choses très franchement. Alors vous avez tout de suite été repéré, on peut le dire, par un collectif de citoyens qui vous a demandé de devenir leur porte-parole peu après cette émission. C'est comme ça que tout a commencé pour vous. 1 an plus tard, vous vous êtes retrouvé placé en garde à vue avec votre frère à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte. Vous avez été arrêté pour avoir voulu vous rapprocher de l'endroit où il allait tenir un discours. Ça a eu quel effet sur vous, cette arrestation ? C'est quelque chose de très violent. J'ai des séquelles physiques, mon frère aussi. Ça a été un traumatisme parce que mon engagement n'a toujours été et n'est que républicain. Et de se voir imposer l'arbitraire et la violence contre un combat qui demande plus de justice, plus de reconnaissance de la part de nos institutions. Moi qui suis fille et sœur de militaires, c'est quelque chose qui a été très choquant. C'est quelque chose qui a renforcé votre détermination, votre volonté de vous engager politiquement. Pour moi, ça a été traumatisant et ça m'a radicalisée dans l'idée que pour que moi, une petite mouche fasse face à l'éléphant institutionnel, c'est que je devais avoir raison. Et donc, ça m'a convaincue qu'il fallait continuer le combat et qu'on touchait quelque chose de vrai et de sensible. Alors en 2022, le collectif des citoyens de Mayotte vous a demandé de vous présenter aux législatives. Vous expliquez que vous n'aviez pas vraiment envie d'y aller, mais qu'à Mayotte, on ne s'appartient pas. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que ça veut dire, on ne s'appartient pas? Vous y êtes allé sans le vouloir? Non, chez les insulaires, en fait, le collectif est capital. Parce que sur une île, vous dépendez des autres pour votre survie. Donc la logique freudienne de l'individu, quand vous êtes sur une île, ça n'existe pas. Vous appartenez à un groupe et votre avis personnel vient après. Mayotte est dans une situation de crise extrêmement grave. Et en fait, nous, on avait travaillé pendant des années pour que les élus reprennent nos revendications et nos propositions. On travaillait considérablement. Et le fait que nos élus n'aient pas pris le relais, en fait, avec la population, on s'est dit, bon, bah, très bien, puisqu'ils ne veulent pas le faire, on va le faire nous-mêmes. Et donc, on va t'envoyer. Tu es président du collectif et tu vas y aller. Et effectivement, ce n'est pas quelque chose où, de la même manière que je n'avais pas eu le souhait, quand j'étais allée sur ce plateau de télévision, d'entrer dans l'engagement et la politique, de la même manière, en prenant la tête du collectif, je ne m'imaginais pas arriver à l'Assemblée nationale. Alors sur la scène politique mahoraise, vous avez un style qui détonne quand même. C'est un style à la fois très direct, vous aimez bien les punchlines, vous avez beaucoup de réparties. Et ça vous vaut d'être surnommé député piment oiseau. Le piment oiseau, c'est un petit piment qui est particulièrement fort, il faut le savoir. Vous dites que votre façon de faire de la politique ne correspond pas forcément à la culture mahoraise. Alors, il faut savoir que le piment dans la cuisine mahoraise, c'est l'ingrédient indispensable. Donc, ce qui paraît, pour un palais occidental, quelque chose d'un petit peu agressif, chez nous, c'est un compliment. Parce qu'un bon plat, il y a du piment dedans, d'abord. Et moi, en tout cas, je le prends comme ça, et c'est dit avec beaucoup d'affection à Mayotte. On m'appelle Putumgoa, donc c'est vrai, le piment oiseau. Mais effectivement, on a eu, et on a traditionnellement, ça revient encore à l'insularité, on a une approche qui est toujours de créer du consensus et de ne pas faire perdre la face à nos interlocuteurs. Ce qui est normal parce que vous vivez avec vos adversaires sur une île, c'est un espace clos. Or, moi, effectivement, je pense qu'à un moment, il faut cesser les hypocrisies et qu'on se dise des choses. Et j'accepte tout à fait le désaccord, j'ai aucun problème avec ça, mais je souhaite qu'on assume chacun ses positions. Vous n'hésitez pas à aller au clash avec vos adversaires? C'est pas d'aller au clash, c'est que juste qu'on soit clair, qu'on dise les choses. Je n'aime pas l'ambiguïté parce que l'ambiguïté, à Mayotte, elle a nourri des décisions qu'on a prises malgré nous. Et nos élus avaient tendance à ne pas assumer leur choix. Et en fait, la clarté impose ensuite la responsabilité.
Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, je suis très directe dans... Mais c'est aussi l'héritage d'avoir été pendant 20 ans journaliste, où le langage journalistique est tout sauf ambigu, ce qui est l'inverse du langage du politique. Alors, au-delà de votre style, il y a aussi vos prises de position qui ont pu choquer parfois. En 2019, vous avez appelé la France à envoyer, je cite, des fusiliers commandos pour dynamiter les usines qui fabriquent les kwassa-kwassa. Ce sont ces barques par lesquelles arrivent les Comoriens sur l'île de Mayotte. Envoyer des commandos pour dynamiter des usines dans un autre pays, vous n'y allez pas de main morte. Je rappelle que le président Hollande avait envoyé des commandos en Syrie parce qu'il estimait les intérêts français menacés par des opérations qui se tenaient en Syrie. De la même manière, pour nous, à Mayotte, qui constatons l'arrivée, plus de la moitié de la population est étrangère sur notre île, toujours par le même véhicule qui sont des kwassa-kwassa. Je n'appelle pas à attaquer ni à envahir un autre pays. Je dis, allons détruire le lieu où on fabrique ces engins de mort, de trafic humain, que sont les kwassa-kwassa. Mais ça reviendrait presque à déclarer la guerre aux Comores. Dont on sait, la France n'a pas déclaré la guerre en Syrie et pourtant elle a mené des opérations parce que nos intérêts stratégiques étaient menacés. Donc moi j'appelle sur un constat de dire que c'est une menace de déstabilisation. Ce flux migratoire à Mayotte menace notre souveraineté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les premiers ministres successifs depuis 10 ans. J'appelle mon pays à prendre les mesures à hauteur du sujet. De façon ferme. Vos adversaires vous reprochent d'être sur la ligne du Rassemblement national, à la fois sur les questions d'immigration et de sécurité. Et vous avez eu une phrase qui semble confirmer dans un article du Monde. Vous expliquez, sur les questions migratoires et sécuritaires, on est d'extrême droite. Sur les questions sociales, on est d'extrême gauche. Ça veut dire que vous assumez une forme de proximité avec le RN sur ces deux thématiques ? Alors vous savez, vous avez un petit outil assez sympathique, les algorithmes de data Assemblée nationale, et vous avez l'historique de mes votes, et vous verrez que je suis proche de NUPES. Je rappelle simplement que la question de la souveraineté est malheureusement monopolisée par l'extrême droite, alors que les questions migratoires, en tout cas pour Mayotte, sont centrales. Et c'est le constat de tous. Moi, je déplore que les autres partis ne s'en emparent pas. Je suis assez claire là-dessus. Je pense qu'au contraire, on doit avoir un débat sur les questions d'asile et d'immigration qui soit partagé et pas laisser le monopole de ce sujet à l'extrême droite. On va terminer par notre quiz à présent. Je vous explique le principe. Je vais commencer une phrase, ça va être à vous de la compléter. On y va ? J'écoute. J'aurais réussi mon mandat si... J'arrive à améliorer la vie de mes concitoyens à Mayotte. Avoir de l'eau courante, ce serait une grosse réussite pour mon mandat. Avoir autre chose qu'une maternité dans notre hôpital, ce serait une grosse réussite. Avoir des routes supplémentaires départementales, ce serait une grosse réussite. Oui. Pour certains députés, Mayotte, c'est... un problème. Un problème. Oui, parce que c'est un mystère et un problème. C'est-à-dire que ça les empêche, et je les empêche activement de voir les choses de manière simpliste. Enfin, être député, c'est renoncer à... Beaucoup de choses. On met sa vie privée entre parenthèses. C'est cannibale, c'est chronophage, c'est très exigeant, c'est magnifique parce qu'on est au service de la population. Et vraiment, moi, je pense que c'est un privilège et un honneur que j'aurais jamais imaginé. Mais oui, c'est un sacrifice. Merci beaucoup, Merci à vous d'être venu dans La Politique et moi. Merci.